Bienvenue à tous à l'épisode numéro 81 du podcast de Passion MLB. Charles-Alexis Brisebois à l'animation. Il y a Sébastien Berroy qui est à mes côtés, mais avant de parler de Sébastien, il faut qu'on parle de la nouvelle musique d'entrée du podcast de Passion MLB qui a fait peau neuve. C'est la fin de Linkin Park. Et on a demandé, Sébastien, on a demandé à William Munoz de venir nous donner un petit coup de main. Puis franchement, j'aime bien le résultat. Oui, moi aussi. Puis entre moi et toi, le William Munoz, c'est un nom de joueur de balle. Là. Fait que tu sais, le fit était parfait. Puis en tout cas, pour nous, ça a donné un très bon résultat. On est super contents. Ouais. Il frappe où dans l'alignement d'un 1 à 9? Moi, je le vois comme un bon deuxième frappeur. Là. C'est pas nécessairement le gars le plus puissant, mais il se rend souvent sur les buts quand même, capable de frapper la longue balle à l'occasion. Moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, puis il est bon défensivement aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Il peut jouer au milieu de l'avant-champ. C'est pas un joueur de coin, là. C'est vraiment un joueur de milieu. Oui, exactement. Bien d'accord. Et voilà. Épisode donc numéro 81 en ce 24 septembre, à quelques jours à peine de la fin de la saison régulière. On rappelle que la saison va se terminer dimanche. Il reste donc 4 ou 5 matchs par équipe. Dimanche vers 3 heures, les 15 matchs de la journée vont avoir lieu. Évidemment, tradition du match numéro 162 pour pas que certaines équipes sachent d'avance on n'est pas obligé de gagner parce que dans l'Est, il y a un match qui s'est fini ou quoi que ce soit. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Le lundi, congé, et le mardi, ça va être le début des séries. Sébastien, es-tu fébrile? Bien, certainement. Puis on dirait que les séries sont déjà commencées parce qu'on a des courses extraordinaires dans cette fin de saison-là. Là. Tu sais, ce nouveau format des séries éliminatoires, je dis nouveau, il n'est pas si nouveau que ça, mais il est quand même assez récent. Ouais. C'est ça que ça nous permet d'avoir en fin de saison. C'est ça qu'on veut vivre, des courses jusqu'au match 162. Puis c'est ça qu'on va vivre parce que autant on a une course entre les Jays, les Yankees, on a une course entre les Guardians, les Tigers. Le wildcard dans les deux ligues, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on vit tout de suite. Puis c'est des séries parce qu'il va y avoir des clubs qui vont être éliminés. Fait qu'ils sont en train de vivre leurs séries éliminatoires, même si ce n'est pas officiellement commencé. C'est le même genre de match, le même genre d'enjeu, le même genre de fébrilité. Fait que c'est vraiment le fun à suivre. Puis on le vit là, mais on va le vivre jusqu'à la fin du mois d'octobre. Tu parles des deux courses wildcard qui sont intéressantes. Il y a quelques semaines, quand on disait qu'il n'y aura pas beaucoup de courses, finalement, ne retrouvez pas l'audio parce que je ne veux pas que ça ressorte là. On était dans le champ. Ouais, un petit peu. Mais vas-y. C'est ça le baseball. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Il peut y avoir un club. C'est pas fini tant que c'est pas fini. C'est pas fini, c'est ça. Il peut y avoir un club qui colle 10 victoires, qui sort de nulle part. On salue les Guardians. Qui était totalement sorti de la course, autant du wildcard que de la tête de la division centrale. Puis tout à coup, à la toute fin de la saison, ils ont la séquence qu'ils ont besoin pour finalement être en tête au moment où on se parle. Tu regardes, il y a quelques semaines, les 3 meneurs, pas champions, mais meneurs de division, oui, dans la Ligue américaine, et probablement qu'ils vont tous changer. Sébastien, je propose d'aller, probablement, il y a des chances, en fait, qu'ils changent tous. Je propose d'aller parler d'une de ces courses-là. Donc, allons dans le bloc sur les Blue Jays de Toronto pour parler un peu de cette course-là dans l'Est de l'Américaine. OK, Blue Jays, let's play ball. Non, inquiétez-vous pas, on n'a pas tout changé quand même. Là. On a quand même gardé le OK Blue Jays. On ne peut pas tout changer. Puis ben non, c'est l'intro et l'extro qui sortent. Oui, c'est ça, exactement. Exact. Les Blue Jays de Toronto qui s'enlignaient vers un titre de division. Là, c'est moins clair. Évidemment, en date de mercredi, au moment où on enregistre, prenons pour acquis que les matchs ne sont pas encore commencés. Les Yankees sont à un match des Blue Jays et les Blue Jays ont le bris d'égalité. Ça veut dire que les Yankees, en d'autres mots, doivent aller chercher 2 victoires de plus que les Blue Jays dans leurs 5 derniers matchs pour les dépasser et finir au sommet de cette division-là. Et Max Scherzer, dans le match de mercredi soir, écoute, au moment où on se parle, on est en 4e manche et Max Scherzer a donné 3 points en première manche. Il n'a pas compris le mandat, hein, lui. Non, surtout pas que tu affrontes Garrett Crochet. Tu ne veux pas donner des points en début de match. S'il y en a un qui est capable de fermer la porte, c'est le capitaine Crochet. Est-ce qu'il va le faire ce soir? C'est pas terminé. Les Jays peuvent revenir dans cette rencontre-là, mais tu ne veux pas débuter le match 0-3 en partant. Ça aurait pu être pire. On a frappé des coups sûrs chez les Red Sox. On s'en tire quand même bien chez les Jays. Il va falloir sortir les bâtons contre Crochet.
Ça ne sera pas facile. Puis tu regardes de l'autre côté, à New York, on est en avance 3-1 contre les White Sox. Là non plus, c'est pas terminé. On l'a mentionné tantôt, le baseball, c'est jamais terminé. Mais si ça se poursuit de cette façon-là, les deux clubs sont à égalité à la fin de la soirée. Et là, les Yankees ont besoin de gagner un match de plus que les Blue Jays. Donc, ça ne s'alignait pas pour ça dans les dernières semaines. Ça s'est très vite resserré. Puis on commence à se poser des questions à Toronto, pas juste à cause de cette séquence-là, mais il y a plusieurs points qui laissent à désirer. Même si on réussit à tenir le coup jusqu'à la fin, il va rester des points d'interrogation au début des séries éliminatoires. Tu parles de points d'interrogation, puis faisons un petit peu de chemin là-dessus. David qui nous dit ici, les joueurs qui jouaient clairement au-dessus de leur tête depuis la mi-juin sont en train de s'effondrer. Chris Bassitt, Jose Berrios, Max Scherzer, Ernie Clement, Nathan Lucas, Addison Barger, Captain Kirk. C'est une des raisons pourquoi, tu sais, on riait beaucoup du plan des Blue Jays de se dire en 2024, ben, on va prendre un pas de recul pour en prendre 3-4 en avant. On ne pensait pas que ça fonctionnerait. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les étoiles s'alignent. Et pendant un moment, elles se sont alignées. Puis je ne pense pas que c'est une vilaine équipe de baseball, les Blue Jays qu'on voit présentement. Mais on voit que quand les étoiles ne s'alignent pas, le temps d'une semaine ou deux, ben c'est une équipe de balle qui en arrache, qui n'est pas capable de frapper la longue balle, qui n'est pas capable de jouer la petite balle, qui a de la difficulté à lancer. Tu sais, tous les éléments importants au baseball. Oui. On dirait que je suis en train de décrire une game de balle. C'est assez crucial. Là. Tout ce que tu viens de mentionner, c'est assez important dans une game de baseball, mais non, on ne le fait pas. C'est sûr et certain que la perte de Bo Bichette, ça fait mal. Puis c'est n'importe quelle équipe qui perd un Bo Bichette. Exactement. Depuis que Bo Bichette n'est plus dans l'alignement, on a vu la différence, on a vu la cassure. C'est relativement normal. Par contre, il y a des joueurs qui doivent se lever dans ce vestiaire-là, dans cet abri-là, qui doivent se lever sur le terrain, défensivement, offensivement. Puis on ne le voit pas dans les dernières semaines chez les Jays. Un joueur comme Vladimir Guerrero, avec le contrat qu'il a signé, le visage de la franchise, pour moi, il doit en donner plus. Ben, c'est exactement là que je m'en allais parce que c'est là où Matt nous dirigeait. Quelles sont les fautes, les responsabilités de Guerrero Junior dans la chute des Blue Jays? Est-ce qu'il est temps qu'il frappe à la hauteur de son contrat? Drôle de saison, Guerrero, parce que on ne peut pas dire que c'est une mauvaise saison, mais on ne peut pas dire que c'est une extraordinaire saison non plus. Au moment où les Blue Jays en ont besoin, c'est là qu'il faut qu'ils se lèvent, c'est là qu'il faut qu'ils frappent. Oui, évidemment, des coups de circuit, mais idéalement, avec des gants en position de marquer, avec des coups sûrs de plus d'un but, des coups sûrs opportuns, des jeux qui font la différence, pas juste frapper pour frapper. Ça n'a pas toujours été le cas avec Vladé récemment. Non, puis oui, des coups de circuit, oui, des coups sûrs, mais surtout des meilleures présences au bâton. Là, Vladimir, il revient un petit peu dans un pattern où il connaît pas des très bonnes présences au bâton. Des fois, c'est des présences au bâton qui mènent à absolument rien. Des fois, tu n'as même pas besoin d'avoir un coup sûr, juste de faire avancer ton coureur, juste d'avoir une présence au bâton qui se termine par quelque chose de positif. Là, en ce moment, la plupart de ces présences-là de la part de Vladimir ne se transforment pas de cette façon-là. Puis c'est pas ça que tu attends de ton joueur de franchise, de ton joueur à qui tu as accordé un faramineux contrat. C'est sûr que toute la pression ne doit pas nécessairement reposer sur Vladimir Guerrero. Ça reste un sport d'équipe, ça reste un sport où les lanceurs doivent performer, où les joueurs de position doivent se lever, mais quand même, il doit prendre une plus grande part de pression que les autres. Présentement, il ne répond pas assez de la bonne façon. On ne dirait pas qu'il est capable. Je suis sûr qu'il est capable. Et là, il ne le fait pas, il ne se lève pas en leader en ce moment. Non, c'est pas le Guerrero dont on a besoin présentement du côté des Blue Jays. On l'a signé, oui, à partir de 2026, mais je veux dire, on comprend que c'est dans son prime qu'on le veut. C'est dans ces années-là, c'est pas. Les Blue Jays n'ont pas signé ce contrat-là pour gagner à l'année 14 du contrat. Je veux dire, ben oui, idéalement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a été signé pour, à court terme, on sécurise la présence de Vlad dans l'alignement. Puis on essaie de gagner avec ça. Donc, on verra s'il saura chasser ses démons, parce que pour moi, elle est là aussi, Sébastien, la difficulté des Blue Jays. La dernière victoire, un match, là, je ne parle pas d'une série, en séries éliminatoires, c'est en 2016. Puis en 2016, regarde tous les gars qui sont là. Il n'y en avait pas un qui était dans l'alignement actif. Donc, en 2020, il y a eu un balayage, c'est correct. C'était la petite saison, c'était un club en reconstruction. On a fait les séries par la force des choses. Mais après, en 2022-2023, ça a été 2 balayages aussi dans les séries wildcard. 0-6 depuis ce temps-là. Donc, ça va prendre
il va falloir casser un petit peu aussi cet élément mental-là de se dire, on est-tu capable de gagner ne serait-ce que 9 manches là, en séries éliminatoires? Oui, puis c'est ça qui est inquiétant parce qu'on l'a mentionné en introduction, on est en série présentement, là. Les Ouais. Jays, là, c'est d'une importance capitale d'aller chercher le titre de la section, non seulement pour avoir l'avantage du terrain parce qu'on sait que les Jays jouent très bien à domicile, mais pour avoir le bail en première ronde, ne pas être obligé d'affronter peut-être, par exemple, les Red Sox et Garrett Crochet, Lucas Giolito dans une série de 3 matchs. Tu ne veux pas te Ouais. retrouver dans cette situation-là. Donc, c'est Non. capital et on n'est pas capable, encore une fois, de gagner ces gros matchs-là. Donc, même si on réussit à la toute fin à se qualifier en tant que champion de la section Est, on va continuer à avoir ces points d'interrogation, puis on va continuer à douter des Blue Jays s'ils sont vraiment capables de faire le travail en séries éliminatoires, s'il y a des leaders dans ce vestiaire-là. Est-ce que Anthony Santander peut faire partie de la solution selon toi? On l'a ramené hier finalement alors qu'on avait dit qu'on ne le ferait pas parce que Ty France s'est blessé. Moi, ce que je me demande, c'est jusqu'à quel point ça va être difficile de conjuguer le poste de frappeur de choix parce que Santander, même en santé, c'est pas un voltigeur dans un monde idéal, c'est un frappeur de choix. Et est-ce qu'il est capable de jouer défensivement? Oui. Est-ce que c'est idéal? La réponse est non. Là, tu as Springer qui performe bien là. Tu sais pas ce qui va se passer avec Beau Bichette. Puis, tu sais, sincèrement, toi puis moi, si on ramène Beau Bichette simplement comme frappeur de choix puis qu'on garde Jimenez et Clement au milieu de l'avant-champ, je peux pas dire que j'ai un problème avec ça. Là. Tu sais, ce serait Non. peut-être optimal d'avoir Beau Bichette DH une fois de temps en temps, si c'est bon pour le garder en santé, puis si c'est bon pour la défensive. Donc, à un moment donné, il va avoir congestion à ce poste-là. Oui, puis j'ai de la misère. C'est pas impossible, mais j'ai de la misère à voir Anthony Santander être le héros en série. Ouais, moi aussi. Même quand il était en santé en début de saison, on le sait qu'habituellement, c'est long avant qu'il se mette en marche. Mais quand même, c'était extrêmement difficile. Ouais. Là, il est blessé depuis 1902. C'est quasi impossible de revenir, de reprendre son rythme, puis de redevenir le frappeur de l'an dernier dans son cas. Oui, tu as ton rythme à reprendre, mais tu le reprends dans des circonstances qui sont vraiment difficiles. Tu es en séries éliminatoires contre les meilleurs lanceurs adverses avec une pression qui est vraiment plus grande qu'en saison régulière. Donc, c'est difficile de tirer son épingle du jeu. En plus, tu ajoutes à ça que tu n'as pas joué depuis plusieurs mois. Ça va être très, très difficile dans son cas. Je t'annonce, petite mise à jour, que c'est 4-0 pour Boston parce que Yoshida Ouais. vient de frapper un circuit. Et Pas, c'est pas 5 idéal. à Là. 1 pour les Yankees. Et c'est 5-1 pour les Yankees. Donc, Donc, ça se peut que cette soirée-là se termine avec une égalité, puis que le seul avantage des Blue Jays, ce soit le bris d'égalité. c'est quand même incroyable. Les Yankees avaient 7 matchs d'avance sur les Jays à un moment dans la saison. Ouais. Les Jays avaient 7 matchs d'avance sur les Yankees à un autre moment dans cette même saison. C'est Et là, vrai. on risque de se retrouver avec 4 matchs à jouer et à être à égalité. Ouais. Puis les Yankees qui ont un calendrier plus favorable, évidemment, ça vaut ce que ça vaut. Mais quand même, il faut le noter. Ouais. Là, les White Sox et les Orioles, c'est pas la même chose que les Red Sox et les Rays. Il y a David qui nous mentionne ici, à Charles, Santander était 7-34 dans le 3A. En effet, puis ça fait un petit peu avec ce que tu dis, Sébastien, du fait qu'il est plus long à partir. Je m'en fais plus ou moins avec les stats de 3A dans le sens où je pense que s'il y avait eu un peu plus de temps, il n'aurait pas joué tout de suite. C'est juste que la saison finissait, il fallait qu'il recommence à un certain point. Je pense que le but, c'était vraiment de retrouver son œil au bâton, mais ça reste quand même notable parce que s'il avait été un frappeur de 300 en 34 apparitions au bâton, on le soulignerait quand même. Donc, je pense que c'est important aussi là, de le souligner. Il faut quand même se rappeler que ce n'est pas nécessairement un frappeur de moyenne non plus. Là. Non, C'est un exact. frappeur de puissance, donc il faut vivre avec ça. Il est capable encore de frapper avec puissance, mais sa moyenne au bâton en début de saison était exécrable. Est-ce que ça va être la même chose qu'on va revoir? Puis il n'y avait pas beaucoup de puissance à ce moment-là non plus, donc ça ne sera pas facile, ça c'est sûr et certain. Mais on en a vu des héros obscurs arriver dans des circonstances pas faciles, puis devenir justement ce héros-là en séries éliminatoires. C'est sûr que d'ajouter un bâton de cette trempe-là, ça ne peut pas nécessairement faire de tort, mais les joueurs qui sont en place méritent leur poste en séries éliminatoires devant Anthony Santander. Petit commentaire de Matt ici. Est-ce que tu penses que Michael Kay sourit présentement? Ben, si jamais les Yankees terminent au premier rang, c'est sûr qu'il va sourire. Mais je pense que du côté de New York, on se garde encore une petite gêne parce que c'est pas terminé. Anthony Santander est de retour et l'envers de la médaille pour le ramener dans l'alignement, oui, de 40 joueurs, ça a été de désigner pour assignation Alek Manoah.
Ça a été une surprise. Je ne m'attendais pas à ce que Manoah soit libéré comme ça à une semaine de la fin. On dirait que plus j'analyse ça, plus je me dis à quel point Sébastien, bien évidemment, les performances, là, on ne voyait pas le chemin, visiblement, à tort ou à raison, du côté des Blue Jays vers un retour en santé, vers le retour de sa vélocité, parce que sa balle rapide avait perdu énormément de mordant dans le 3 dans les dernières semaines. Je me demande aussi à quel point, tu sais ce qui s'est passé en 2023, puis qu'il ne voulait pas rejoindre le club, puis qu'il a décidé lui-même d'aller avoir un deuxième avis, c'était-tu pour son épaule ou son coude, je ne me rappelle pas, mais il avait subi, je pense, une sorte de cortisone qu'il avait reçu ou quoi que ce soit, ça l'empêchait de lancer, ça avait comme mis fin à sa saison, ça avait irrité des gens dans le vestiaire des Blue Jays. Jusqu'à quel point tu penses que les Blue Jays se sont dit, on ne te coupe pas à cause de ça, parce que si tu es un talent, tu es un talent. Mais c'est peut-être la goutte qui fait déborder le vase. C'est sûr que ça fait partie de son dossier. Là. C'est pas vrai que l'organisation des Jays a complètement oublié cette situation-là. Non. Ça fait partie de l'historique du joueur. Ça venait avec son caractère qui est pour le meilleur et pour le pire. C'est ce caractère-là qui a fait que Alek Manoah a eu un potentiel extraordinaire à un certain point de sa carrière. Ouais. Mais là, c'est toute une chute depuis ce temps-là. Puis les Jays en étaient rendus à cette situation-là. Quand tu ne vois pas de signe positif pour un gars à qui tu as donné je ne sais pas combien de chances. C'est pas vrai que Alek Manoah n'a pas eu sa chance avec les Blue Jays de Toronto. Il y en a peut-être eu plus qu'il méritait. Finalement, ça s'est avéré que c'est pas l'homme de la situation chez les Jays. Tout un potentiel, mais finalement, ça ne s'est jamais, mais jamais concrétisé sur le terrain. Donc, on en était rendu à prendre une décision qui était probablement crève-cœur parce qu'on avait mis beaucoup d'espoir sur ce joueur-là, mais finalement, ça n'a jamais levé. Puis avec cet historique-là qu'il y avait du point de vue, pas à l'extérieur du terrain, un peu à l'extérieur du terrain, mais même sur le terrain également, bien, c'est sûr que ça peut faire pencher la balance d'un côté. Mais malgré tout, une surprise parce qu'on se disait ben, le club va essayer de retravailler avec lui. Puis, avec tous les lanceurs qui vont devenir joueurs autonomes à la fin de la saison, Bieber peut l'être, Scherzer va l'être, Bassett va l'être. Tu te dis, ben, écoute, un gars que tu peux renvoyer dans le 3 au besoin puis qui peut être 5, 6, 7 dans ta hiérarchie de lanceurs partants et qui a ce upside-là, donc qui est capable d'être finaliste pour un Cy Young dans ses meilleures années, puis que, tu sais, dans ses bonnes années, c'est un gars qui n'a pas peur de la pression parce que de la pression, c'est ce que tu mets dans tes pneus, là. Ben, tu te dis, écoute, jusqu'à quel point tu veux couper le cordon rapidement. Visiblement, bon, on a décidé qu'on ne voulait pas s'engager là, pour la suite des choses. On s'offre tout de suite une certaine flexibilité pour la saison morte. Mais ça ne demeure pas moins que quand j'ai vu la nouvelle, j'ai fait « Oh, ouais! » Puis je pense que je ne suis pas le seul. Non, du tout, du tout. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive cette année. T'sais, je pense que dans ma tête, il ne revenait pas cette année, mais on lui donnait une autre chance au camp d'entraînement. On lui donnait un hiver pour se remettre en forme jusqu'à 100%, avec un camp d'entraînement pour montrer qu'est-ce qu'il est capable de donner. Parce que là, ça n'a vraiment pas été concluant, son retour au jeu au niveau 3A. Là, ça ne fonctionnait pas. Mais on a pris la décision probablement plus tôt parce que je pense qu'inévitablement, on en serait venu à cette décision-là, mais probablement en 2026. Il y a Olivier en parlant de Manoah qui nous demande ici avec quelles équipes, selon vous, il y aurait un bon fit avec Alek Manoah. C'est dur à dire pour l'instant. Je ne sais pas si tu as des équipes nécessairement en tête, mais un gars comme ça, il y a des équipes qui vont lui offrir un contrat des mineurs. D'après moi, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui vont appeler. Donc, à savoir, ça va être laquelle, j'ai de la difficulté à te le dire. Ouais, moi aussi, j'ai aucune idée, mais c'est un risque à prendre. Tu sais, ça ne coûte pas grand-chose. Le gars a un très bon potentiel. Tu lui donnes une chance. Tu sais, il n'y en aura pas 4 avec sa nouvelle équipe des chances, là, comme il y en a eu avec les Blue Jays. Mais il va avoir une chance avec une équipe, laquelle on ne sait pas. Puis ça va être à lui de démontrer qu'il est capable de revenir à ses standards d'antan, mais je ne pense pas qu'il va revenir à ces standards-là. Puis, tu sais, Sébastien, tu sais comme moi que de DFA, de libérer ou d'échanger, peu importe, quelqu'un qui aurait été un gros espoir, c'est toujours la première fois qui est la plus difficile. Tu sais, une fois qu'un joueur a été libéré une fois et qu'il est retourné ailleurs, c'est pas rare là, qu'il peut être libéré à nouveau quelques semaines plus tard. Ou, tu sais, même je dis un jeune, là, ça peut être des vétérans. Rappelle-toi, Robinson Cano, ce qui avait été dur, c'est de le libérer la première fois. Après, il a fait une panoplie d'équipes, puis il est allé à Chicago, puis il est allé à Atlanta. Puis c'est la première fois qu'il est dur de libérer quelqu'un. Après, là, c'est un petit peu plus facile. George Springer, dans le match d'hier, le match de mardi, était en beau fusil.
Pour ceux qui n'ont pas vu la situation, ben, il a frappé une balle sur la ligne du troisième coussin que tout le monde jugeait bonne, sauf une personne, l'arbitre au troisième coussin. Et comme ce n'est pas une démocratie et que ça ne prend pas 50% plus 1, ben, ça a été une fausse balle. Et par la suite, la journée même où on annonce que le système de reprise vidéo arrive dans le baseball majeur, se fait avoir par une troisième prise qui n'était pas du tout une prise. Et George était en tabarouette. Je peux comprendre d'ailleurs. Hein, tu Ah oui, regardes ah ces oui. deux situations-là, tu venais de donner l'avance à ton équipe. Et là, tu te fais retirer sur 3 prises dans un revirement de situation qui n'a comme aucun maudit bon sens. Penses-tu que les Blue Jays commencent à se dire, avec le circuit qui a été volé là, de Nathan Lucas quand il était à Tampa Bay, puis que ça aurait été un circuit de toute façon, donc on l'accorde, avec le catch au champ centre de Dalton Varsho, qui était définitivement un catch et qui n'a pas été attrapé. On n'a pas jugé que ça avait été attrapé du côté des arbitres. Penses-tu que les Blue Jays commencent à se dire, écoute, on est tanné là? Ben, Georges lui-même l'a dit. Si la MLB veut que les Yankees gagnent, ils ont juste à me le dire. Puis, je comprends, là, moi, dans cette situation-là, je me fais mettre dehors de la game, c'est sûr et certain. Je suis surpris à quel point il a gardé son calme, même s'il était frustré, puis même si on le voyait après sa présence, puis 10 minutes plus tard, dans l'abri, qui continuait à jaser de ce jeu-là, je le comprends à 100%. Je pense que le fait qu'il soit DH, ça l'a aidé. Il n'avait pas à retourner. Il y avait comme 40 minutes pour juste cool off un petit peu. Là. Oui, puis il jasait dans l'abri, puis je pense qu'il faisait exprès pour que l'arbitre l'entende. Il voulait être sûr que son message passe, puis il avait raison. Ouais. C'est vraiment dommage. La fausse balle, c'est sûr, c'était une bonne balle, là, mais c'est tel que tel dans le sens que ça va très vite. Puis on a vu les images à l'ordinateur, c'était vraiment serré, plus que l'image peut nous le donner. Mais tout de suite après, tu as une prise qui est appelée, qui est à l'extérieur, mais c'est même pas proche, là. C'est même pas proche. Tu avais la chance de vider les sentiers. Probablement qu'il y avait 3 points qui rentraient sur ce jeu-là et donner l'avance, une confortable avance à ton équipe. Ouais. C'est une chose. Mais après ça, tu te fais retirer qui met fin à la manche, fin à la menace sur un lancer qui est totalement à l'extérieur. Ça, c'est inadmissible. Non. Puis comme je te dis, c'est assez ironique que ce soit la journée où on annonce le système ABS. D'ailleurs, Matt qui nous pose une question à ce sujet-là. Pourquoi le système ne peut pas être dans les séries si on le met l'an prochain? La raison, c'est qu'on peut pas les gars ne sont pas habitués, on ne peut pas changer les règlements dans une même saison. Il va falloir laisser le camp d'entraînement la saison pour que les gars s'habituent en série parce que le pire cauchemar du baseball majeur, ce serait qu'il y ait en série cette année une controverse par rapport à ça parce que personne n'est habitué. Donc, on ne peut pas changer les règlements pour les séries là, à quelques semaines de préavis seulement. Là, mais en 2026, on aura la chance d'en reparler tantôt, là, mais ce ne sera pas une vilaine chose. Je veux qu'on jase un petit peu de la rotation des séries des Blue Jays. Écoute, tu as juste besoin de me répondre oui. Kevin Gausman, lanceur numéro 1. Oui. Excellent. Donc, écoute, à moins qu'on en ait besoin pour un match en 62 dimanche, ça va être lui qui va lancer le premier match des Blue Jays, là, peu importe ce sera quand. Shane Bieber, lanceur numéro 2 des séries. Oui. OK. Puis là, je m'attends à un autre oui. Après ça, y a-tu de l'incertitude? Non. Qu'est-ce qui est certain d'abord? Non, mais il y a de l'incertitude à Toronto, mais pour moi, c'est Trey Savage qui doit être le troisième partant de cette formation-là. Je sais que la décision n'est pas prise et qu'on ne la prendra pareil, pas. Hein, qu'on en soit rendu là. Oui, il y a 2 semaines, on se disait on devrait le rappeler. Puis là, c'est comme là, on sort un numéro 3. Oui, mais le reste autour de cette rotation-là est en train de s'effondrer. On a José Berrios qui est rendu dans l'enclos de relève, Chris Bassitt à l'infirmerie, Max Scherzer qui n'est plus capable de lancer. Non. Il reste quoi? Trey Savage. Puis à la limite, je sais que ça n'a pas l'air d'être dans les plans de l'équipe, mais Eric Lauer revient dans la rotation partante. Tu n'as quasiment pas le choix de le considérer à ce point-ci. Hey, ça a été le meilleur lanceur de cette équipe-là là, avant qu'on l'envoie dans l'enclos de relève. Là. Puis ça a été le premier à s'en aller dans cet enclos-là. Oui. Puis je suis d'accord parce qu'en ce moment, tu regardes les autres solutions. Je veux dire, même Alec Manoah a été DFA, mais je veux dire, tu peux même pas dire je vais aller regarder dans le 3A parce qu'il n'y a personne, Jake Bloss est blessé, il n'y a pas de lanceur partant que tu peux rappeler. Puis sinon, comme tu dis, les options s'éliminent d'elles-mêmes. José Berrios en est une logique sur papier, mais dans les faits, fais-tu confiance à ce lanceur-là pour une game de série en 2025? Moi, la réponse est non.
Non. La réponse est non. Ben non. Tu ne veux pas envoyer ce gars-là sur la butte quand ta vie en dépend. Il ne t'a pas prouvé cette année qu'il était capable de le faire. Puis c'est pas facile de mettre la switch à on quand tu arrives en séries éliminatoires. Là. Tu vas continuer à jouer comme tu as joué dans cette saison 2025. Puis il n'y a aucune confiance à avoir en José Berrios. Pour moi, il n'y a aucune confiance à avoir en Chris Bassitt, même quand il est en santé. Donc, les options sont très, très limitées. David nous dit, le bon vieux Schneider n'osera pas tasser son vétéran Bassitt, les gars. Peut-être qu'il va oser le tasser. Tu sais, je veux dire, là, il est sur la liste des blessés. Je ne sais pas jusqu'à quel point il va être en santé. Ça peut être une excuse facile aussi de dire, ben, il a encore mal dans le dos. Je ne sais pas s'il n'osera pas le tasser. Peut-être par la force des choses, mais je ne suis pas convaincu qu'il n'osera pas. Parce que, tu sais, si tu es capable, regarde tous les mouvements de personnel que ce club-là a fait dans les dernières semaines. De monter Trey Savage, de DFA Alek Manoah. Quelques semaines après avoir DFA Aurelvis Martinez pour garder Alek Manoah, mais là, tu DFA un gars comme Manoah comme ça, justement, parce que tu as besoin de le faire, d'envoyer Lauer dans l'enclos, d'envoyer Berrios dans l'enclos comme ça. Je pense pas que... Tu sais, Schneider, il sait qu'il faut qu'il y ait du succès en séries éliminatoires aussi. Puis si ça passe pas par Chris Bassitt, ça passe pas par Chris Bassitt. Oui, puis il sait qu'il doit prendre les décisions qui font gagner l'équipe. Rendu à ce stade-ci de la saison, c'est cette décision-là qu'il doit prendre, peu importe le joueur. Tu sais, Max Scherzer aussi, là, c'est difficile à déloger d'une rotation. Là. Ça reste un vétéran qui a connu du succès tout au long de sa carrière. Là, ça va moins bien, donc il est quand même dur à déloger. Pour moi, Schneider va prendre la meilleure décision pour l'équipe, peu importe qui est le lanceur. Mais pour rester sur le sujet de Schneider et revenir un petit peu sur George Springer, dans quel monde John Schneider ne se fait pas expulser du match hier quand George Springer se fait retirer? Ça, moi, je ne comprends pas. Tu es dans un match qui est d'une importance capitale. Je sais que tu veux rester dans le match, mais tu es quand même capable de gérer d'une autre façon, là. Monte tes émotions, fais-toi sortir, passe ton message, protège ton joueur, puis on n'a rien, mais rien vu de ça. Là. Non, en effet. Puis, tu sais, de toute façon, depuis tantôt, tu dis les décisions de George Schneider. On le sait que c'est décidé à l'avance aussi, là, du côté de Toronto. Fait que, tu me feras pas croire que le coach de banc de Marlowe Hell, que tous ces gars-là qui sont sur le banc ne sont pas capables de prendre des décisions qui ont été décidées 4 heures à l'avance. Donc, écoute, non, je suis d'accord qu'il aurait pu mettre un petit peu de moutarde. Là. C'est le sport pour le faire, hein, parce que, tu sais, au hockey, là, Martin Saint-Louis se ferait exclure d'un match, là, puis ce serait comme le breaking news en ville pendant une semaine. Au baseball, c'est comme, ça arrive une couple de fois par semaine à travers le baseball majeur. Puis ça fait comme partie de la culture baseball parce que c'est encore vieux jeu à ce niveau-là. Il faut que tu confrontes les arbitres justement pour leur montrer que tu es là et que tu n'es pas juste assis sur le banc. Donc, non, je suis d'accord avec toi, là, il aurait pu avoir expulsion à ce niveau-là. Il faut que tu le montres aux arbitres puis à tes joueurs aussi. Je ne dis pas à tous les soirs, là, ça n'aura plus d'impact. Mais tu dois montrer à tes joueurs que tu es là pour eux aussi. Là. Je vois que dans les commentaires ici, là, je ne les mettrai pas tous, là, mais je vois que ça critique un peu la tenue d'Anthony Santander. Là, de ce que je comprends, il y a eu 2 retraits au bâton à ses 2 premières présences. Je ne suis pas nécessairement surpris, mais voilà. Donc, c'est la mise à jour Santander. C'est pas nécessairement de sa faute non plus. Là. On s'attend à ce genre de résultat-là. Là. Mm-hmm. On parle de prendre des décisions pour gagner. Je te soumets la question de David ici. Pourquoi s'entêter à garder Little? Tout le monde dans la MLB regarde ses vidéos. Ils le savent qu'il n'est jamais dans la zone des prises. Comment tu vois ce dossier-là? Bien, c'est évident qu'on s'est ajusté chez les autres équipes. En début de saison, on n'était pas capable de le frapper. Là, c'est tout le contraire. C'est sûr que ça paraît pas bien, mais l'autre question que je vais poser, c'est qui tu mets à sa place? C'est exactement là que j'allais. Je comprends qu'il y a probablement plus d'affaires dans cet enclos de relève-là à ce stade-ci de la saison avec l'importance des matchs, mais je pense pas qu'on ait d'autres options en ce moment. Non, c'est de la façon que je le vois aussi. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on avait pour les Blue Jays de Toronto. Donc, allons voir maintenant ce qui se passe ailleurs dans la MLB. Ailleurs dans le baseball majeur, je veux qu'on aille voir les courses aux séries. Évidemment, c'est avant les matchs de ce soir. Les Blue Jays qui ont 90 victoires, 67 revers.
2 matchs d'avance sur les Mariners de Seattle, 88-69. Et il y a les Guardians de Cleveland qui sont aussi j'allais dire des champions de division, mais qui mènent présentement, oui, leur division avec une fiche de 85-72 à égalité avec les Tigers, mais ils ont l'avantage du bris d'égalité. Les Guardians de Cleveland et les Tigers de Détroit font à parler. Si les Tigers échappent cette division-là, ce qui est à ce point-ci probable, je ne sais même pas si les Tigers vont faire les séries, est-ce que c'est le plus gros choke de l'histoire? Si c'est pas le plus gros, c'est l'un des plus gros. Là. Ouais. Hey, on avait 15 matchs et demi d'avance sur les Guardians de C'est Cleveland. énorme. 15 matchs et demi. Réalises-tu à quel point c'est beaucoup? Ça n'a aucun sens. Puis c'est au mois de juillet, là. C'est pas Ouais. au mois de mai, là, tu sais, que tu as le temps de revenir. C'est au mois de juillet. Au début du mois de septembre, on avait une dizaine de matchs d'avance. Ouais. Ça se peut pas échapper une avance comme ça. À un certain point, on était sûr que Jay Hinch allait être le gérant de l'année. Ensuite, on s'est dirigé vers John Schneider. On s'entend-tu que c'est Stephen Vogt? Ouais, d'amener cette équipe-là avec tout ce qui s'est passé, avec le scandale du gamble, ouais. avec une équipe qui, encore une fois, là, c'est très, très mince. Là. Il n'y a pas de vedette à l'exception de Ramirez, qui est c'est tellement un joueur qui est sous-estimé, mais encore là, c'est pas une super vedette de la MLB, alors qu'il devrait l'être. Là. Mais sinon, là, c'est pas une équipe très sexy, là, on le sait. Là. Puis tu réussis à faire croire à cette équipe-là qui tirait de l'arrière par 15 matchs et demi sur la tête de ta division, par 10 matchs avec un mois à jouer, qui ont encore des chances de gagner. Puis ils le font en plus. Incroyable. Tu réalises-tu que Vogt, en 2022, il jouait encore? Oui. Puis qui a succédé à Tito Francona. Ouais, c'est ça, moyen mandat, là, quand même. Oui, quand même. Il a pris une année off, puis il a fait bon, je m'en vais gérer dans le baseball majeur. C'est ça. Non, c'est impressionnant ce qu'on voit à Cleveland. Puis, tu sais, tu parles du scandale de gambling, mais c'est pas juste, il y a quelques gars. Non, Emmanuel Classé, là, je veux dire, qui était l'an passé, jusqu'à la fin septembre, là, le releveur le plus dominant du baseball majeur. Il était intouchable. Et là, tu perds un gars comme ça, que tu n'as même pas eu la chance d'échanger non plus, parce qu'on s'en allait définitivement l'échanger à la date limite des transactions. Il y aurait eu du renfort, mais non, c'est pas arrivé. Donc, écoute, je suis franchement impressionné. Puis d'un autre côté, qu'est-ce qui se passe à Détroit? Là, je veux dire, tu sais, regarde ça. L'an passé, en 2024, à la date limite des transactions, on vend et après, le club fait ça. Et là, cette année, à la date limite des transactions, on fait ça. On va chercher des lanceurs bien ordinaires, on va chercher de la sacro-sainte profondeur, mais sans adresser vraiment les besoins importants de cette formation-là. Et depuis ce temps-là, on pique du nez. Et les Tigers, qui, comme je l'ai dit, les Tigers pourraient rater les séries éliminatoires. Là. Je veux dire, il suffit qu'aujourd'hui, on perde le match contre Cleveland et que Houston gagne, on est à égalité. C'est vraiment pas fait là, que Détroit va faire les séries. Puis de la façon dont on joue, je ne miserais pas sur une séquence de 3 ou 4 victoires en 5 matchs pour finir l'année. Non, du tout. Puis on va terminer la saison contre les Red Sox qui eux aussi jouent pour leur vie. Ben oui. Ça sera vraiment pas facile. Puis là, je vais être de mauvaise foi. C'est l'effet Gleyber Torres. Non, c'est pas vrai. Non, ça n'a aucun rapport avec Torres. Appelez les petits génies à New York, il a fait comment je fais pour. Oui, c'est ça. Non, je ne sais pas ce qui se passe. Puis encore là, tu sais, c'est pas qu'ils sont mal gérés. AJ Hinch est un des meilleurs gérants du baseball majeur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La chaîne a débarqué, puis on dirait qu'on n'est pas capable de s'en sortir. Puis là, on dit qu'on ne veut pas peser sur le bouton panique, puis qu'on a encore nos chances, mais il n'y a plus rien qui fonctionne. S'il y avait un match qu'on devait gagner cette semaine, c'était celui d'hier avec Tarik Skubal sur la butte. Skubal a fait le travail, la relève s'est écroulée. Là, probablement qu'on va être obligé de remettre Skubal au monticule dimanche si on a encore une chance de faire les séries. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais on fait les séries, on n'a plus Skubal dans la série Wildcard parce que probablement qu'on ne remportera pas le titre de la division. Non. On est dans le trouble à Détroit. Là. Ouais, puis c'est pas comme si tu dis, au moins, il y a Jack Flaherty. Non. Il y a Skubal. Puis là, écoute, je vais prendre une analogie de Moneyball. Là. Il y a Skubal, il y a 50 pieds de merde. C'est ça.
C'est ça. C'est pas mal ça. Je sais pas si ma joke est meilleure, ceci dit, que celle d'Olivier qui dit, comme le dirait si bien Martin Saint-Louis, les Tigers sont en train de se vomir dessus. Oui, oui. Oui, puis ça fait un petit bout là, qu'il y a du vomi qui coule. Là. Ouais, non, Oui. faudrait le nettoyer et repasser à d'autres choses, là, parce que là, Oui. le lendemain de veille, c'est terminé. Là. Il y en a qui ont eu le temps de sécher. Là. Ah ouais, c'est ça. Ouais. On va essayer de changer de sujet avant Oui. d'écœurer tous nos auditeurs. Oui. Dont mon père. Je veux qu'on jase un petit peu des Yankees de New York qui s'en viennent bien. Eux autres, bon, je ne m'attends pas à ce qu'un club comme Boston, Détroit ou Houston ou peu importe, si on ne gagne pas la division, on devrait quand même être en mesure d'avoir des matchs à domicile dans la série wildcard parce que je ne les vois pas descendre plus bas que le 4e rang. Ceci étant dit, la tête de la division, on en parle de plus en plus, mais elle est accessible, puis ça va mieux pour les Yankees. Les Yankees, on se rappelle de Buck Martinez qui avait dit que c'est un club qui ne sait pas jouer au baseball, là, grosso modo. En ce moment, ce n'est pas exactement ça qu'on voit. Là. On est en train de piquer au bon moment. Le 7-3 à leurs 10 derniers matchs, ça va pas mal pour les Yankees. Non seulement ça va pas mal, mais depuis le 6 août, c'est la meilleure formation du baseball majeur. Donc, ça a pris du temps, ça a été très long. On a connu un passage à vide qui s'éternisait, qui finissait plus de finir. On ne savait pas comment on allait s'en sortir à New York. Finalement, on s'en est sorti. Puis là, on joue du bon baseball. Même Anthony Volpe joue du bon baseball. C'est pour te dire comment. Hein? C'est bien pour dire. C'est pour te dire à quel point les Yankees ont changé le vent de côté, puis ils le font au bon moment. À l'inverse des Blue Jays, on termine d'une bonne façon. On arrive avec confiance. Qu'on finisse premier de la division ou première équipe repêchée, on arrive avec confiance. On le sait qu'on est capable de revenir dans les matchs. On le sait que nos lanceurs font le travail. On le sait que le juge reprend son rythme. Que tous les joueurs dans cet alignement-là sont capables de faire le travail à un moment ou à un autre, un peu comme l'an dernier en séries éliminatoires. Donc, c'est encourageant ce qui se passe, mais il va falloir continuer sur cette lancée-là. On a parlé en début d'émission du fait que les 3 meneurs de division du début du mois pourraient changer dans la Ligue américaine. Puis Matt nous a posé une question là-dessus, puis je veux qu'on y revienne un peu. On a parlé de Détroit, on a parlé de Toronto, et Houston aussi. Là. On dirait que depuis que Framber Valdez a décidé d'attaquer son propre coéquipier, là, on dit, ça allait mal un peu avant, là, tu me diras, mais en ce moment, là, on a été chercher Carlos Correa pour amener du leadership, entre autres, puis même lui, il se dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ben oui, ça allait mal avant l'épisode Framber Valdez, mais quand un joueur se fait confronter dans le vestiaire après un match à la suite d'un événement comme ça laisse des traces. Peu importe l'équipe, peu importe les leaders dans cette équipe-là. Ce serait arrivé à New York, ça aurait eu le même impact, même si Aaron Judge est le capitaine de l'équipe. Nécessairement, ça va laisser des traces. Puis là, on le voit. On n'est pas capable de se sortir de cette situation-là. Puis quand le vestiaire est divisé, ben c'est difficile de traîner tout le monde dans le même sens. Il y a des leaders des deux côtés de la chambre, probablement. Même si Framber Valdez, son geste est inacceptable, je suis sûr qu'il y a des gars qui sont derrière lui pareil. Fait que le vestiaire doit être divisé, puis ça ne peut pas t'amener très loin. Là. Non, il faut que tu sois uni pour gagner en séries éliminatoires. Je veux qu'on passe maintenant à la Ligue nationale. Un peu plus simple quand même comme portrait dans la Ligue nationale. Écoute, Milwaukee va finir au sommet. Les Phillies vont finir deuxième. Évidemment, il y a 4 matchs d'écart là, entre. En fait, il y a 3 matchs entre Milwaukee et Philadelphie. Il y a 4 matchs entre Philadelphie et les Dodgers. Donc, ça peut changer, mais je serais bien surpris que les Brewers et les Phillies ne terminent pas à ce rang-là. Je serais aussi surpris que les Dodgers ne gagnent pas la division, même si les Padres sont vraiment pas loin. Mais quand même, là, j'ai l'impression que les Dodgers vont trouver une façon là, de rester au sommet et de finir. Dans le fond, parmi les équipes wildcard, d'être au premier rang de ces équipes-là, donc 3e dans la nationale. Oui, moi aussi, je pense la même chose. Les Dodgers, quand on a besoin de gagner un match important, la plupart du temps, on va le chercher. Donc, c'est ce qu'on va faire d'ici la fin de la saison. Ça va être beaucoup moins serré que ce qu'on l'attendait en début de saison, mais quand même, le résultat va être le même, à l'exception qu'on va devoir passer par la ronde wildcard. Ça peut, dans certains cas, être catastrophique. Donc, restera à voir ce que les Dodgers vont faire. Mais sinon, la vraie course, c'est celle
pour le dernier rang des équipes repêchées. Est-ce que les Mets vont tenir le coup? Oui, c'est ça la grande question parce que, bon, Chicago et San Diego sont aussi assurés de faire les séries. Chicago, si ça va bien, on devrait finir au premier rang des équipes repêchées aussi, mais ça peut changer encore une fois, là, comme les Dodgers. Dans les deux cas, c'est les Padres qui pourraient jouer un petit tour. Sinon, ben, écoute, c'est les Mets. Un match devant les Diamondbacks au moment où on se parle, un match devant les Reds, 3 matchs et demi devant Saint-Louis, donc ça, c'est trop loin. Mais il y a vraiment 3 équipes, là, Sébastien, qui se battent pour un poste. Et si jamais les Mets de Steve Cohen, avec une masse salariale de 340 millions de beaux bidous, ne font pas les séries, avec Oui. Juan, il va pouvoir profiter de sa garde-robe, là. Oui. Il va pouvoir appeler sa mère. Il va pouvoir aller dans sa loge avec aucun match à regarder aussi. Ça, c'est Ça va être extraordinaire. vrai. On va rappeler que selon lui, les Mets sont meilleurs que les Yankees. T'aimes ça le Mais rappeler, hein? oui, j'aime ça le rappeler. Tu sais, quand j'ai une occasion, j'essaie de la saisir. Là. Ouais, puis sinon, tu as Ouais. créé l'occasion. Oui, ben ça, je suis capable aussi. Ouais. Oui. Mais ce serait une catastrophe à New York. Puis tu sais, Ouais. déjà, là, ça fait plusieurs semaines que ça jase à New York. Là. Les partisans des Mets, ils l'accepteront pas, celle-là. Je ne sais pas quel genre d'hiver les Mets auront s'ils participent aux séries éliminatoires. Est-ce qu'on va tirer sur tout ce qui bouge? Est-ce qu'on peut vraiment avoir une masse salariale beaucoup plus élevée puis avoir du succès? Je ne pense pas que ça passe par là. Il faut adresser nos lacunes, puis c'est des lacunes que le 3 mars, on savait que les Mets avaient. Là. La rotation partante, ce n'est pas une rotation partante pour une équipe qui espère aller en séries éliminatoires puis gagner la série mondiale. Non, puis en ce moment, on se base pas sur un, pas sur deux, sur 3 jeunes lanceurs partants, qui sont des très, très bons Oui, jeunes, mais qui sont excellent. un petit peu mis dans la pression quand même de faire Hey, ben écoute, faudrait que tu sauves notre saison, fait que ça te tente-tu de performer puis de nous offrir un départ de qualité? Fait que Oui. c'est un Souvent peu sans le soutien offensif de leur coéquipier. Là. Fait que c'est pas facile. Non, c'est ça, ils comprennent Jacob deGrom finalement. Oui, c'est ça. Les années passent et la même situation revient. Oui, voilà. Je veux qu'on passe au sujet de Shohei Ohtani. Shohei Ohtani, hier, départ de qualité, première fois qu'il lance 6 manches depuis 2023. Évidemment, en 2024, il n'a pas lancé. 2025, on l'a ramené progressivement. Donc, on a commencé avec une manche, 2 manches, 3 manches, etc., comme un camp d'entraînement. Le plan des Dodgers, c'était de se dire on va faire les séries anyway. On a juste besoin qu'ils piquent au bon moment, qu'ils soient en forme au bon moment. Et là, il nous offre un départ de qualité. Il ne donne pas de points. 8 cas contre les Serpents de l'Arizona. Je pense que le plan est réussi. Hein, quand même, on l'a amené, là. Écoute, il y a des choses qui n'ont pas bien fait les Dodgers cette année. Gérer Shohei Ohtani, ça s'est bien passé. Ouais, tu penses-tu que c'est un bon moment, toi, le 24 septembre? Il me semble que ça fait la job. Hein? Pour vrai, c'est difficile. Ben écoute, le 25, peut-être ça aurait été mieux, mais non, Ouais, c'est mais assez. peut-être que s'il l'avait fait le 25, ce ne serait pas le premier lanceur en séries éliminatoires. Ça, c'est vrai. Fait que je pense que la façon dont les Dodgers ont géré ce dossier-là, c'est impeccable. Il n'y a rien à redire. Puis tout était planifié. Chez les Dodgers, ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. C'est sûr qu'on aurait voulu terminer au premier rang de la Ligue nationale, au premier rang du baseball majeur, au complet. Ça ne s'est pas produit pour certaines raisons. Mais malgré tout, on a bien navigué à travers tout ça. On a passé à travers des passages à vide. On s'en est sorti. On arrive à un moment où on a l'expérience, on a les joueurs pour se rendre jusqu'au bout, même si on doit passer par la ronde wildcard. Ces joueurs-là ne ressentent pas la pression de la même façon que les autres équipes qui ne sont pas allées, qui n'ont pas des joueurs d'expérience comme les Dodgers ont, qui n'ont pas un Shohei Ohtani qui peut tout faire sur un terrain de baseball, il y a la règle Shohei Ohtani. On va avoir un lanceur de plus à Los Angeles en séries éliminatoires parce que Shohei Ohtani peut... Oui, tout un, exactement. Donc, même si ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait, on est quand même en voiture chez les Dodgers. Les Dodgers qui ont annoncé aussi récemment la retraite de Clayton Kershaw, un grand qui va prendre sa retraite. Il a lancé son dernier match au Dodger Stadium en saison régulière. Là, la question que je me pose, c'est dans tout ça,
ça va être quoi sa place en série? Est-ce qu'il va avoir une place en série? Parce que c'est dur de l'imaginer dans la rotation partante de la façon dont ça se dessine en ce moment. D'un autre côté, non, c'est pas un releveur, mais avec tous les releveurs qui ont de la Ouais, misère, ouais. tout aussi bien de l'amener en longue relève une fois de temps en temps. Là, Je pense que peu importe, on va lui trouver un rôle dans cette conquête. Je dis pas ouais. qu'ils vont remporter la série mondiale, mais Ben, c'est un ils peu ce que vont. tu dis en disant conquête. Ouais, ben, dans le chemin vers la série mondiale. Mais tu peux pas écarter un Clayton Kershaw qui. Ben non. On parlait de Max Scherzer tantôt, ça va pas bien. Kershaw, ça va bien. Donc, oui, tu ne le rentreras pas dans la rotation partante, mais tu vas lui trouver un rôle. C'est une carrière extraordinaire. Finalement, a gagné. C'est ce qui lui manquait. On lui reprochait souvent ses performances en séries éliminatoires, mais il a réussi à conjurer le sort. On va lui trouver une place dans cette équipe-là pour terminer sa carrière en séries éliminatoires avec les Dodgers. Cette semaine, on a annoncé, Sébastien, que le système de reprise des balles et des prises, le système ABS, celui qu'on a vu au camp d'entraînement, celui qu'on voit dans les mineurs depuis des années, celui qu'on a vu au match des étoiles cette saison, ça va être implanté dans le baseball majeur en 2026. Je rappelle à tout le monde que ce n'est pas l'arbitre robot en tant que tel. L'arbitre demeure en charge de son match. Et quand un lanceur, un frappeur ou un receveur n'est pas d'accord, tu tapes sur la tête comme ça. On s'en va sur le gros tableau, puis ça prend quelques secondes. Reprise de type tennis. On voit si c'est une balle ou si c'est une prise. Chaque équipe a 2 contestations par match et tu gardes et tu conserves ta contestation si jamais tu as raison. Donc, moi, j'aime dire que les équipes ont 2 erreurs par match. Pour moi, c'est un système qui est, je ne veux pas utiliser parfait, là, mais on n'est vraiment pas loin de la perfection. Pourquoi? Parce qu'on garde l'aspect humain de l'arbitre malgré tout, mais on réduit la marge d'erreur. On rend les arbitres un peu plus imputables aussi de dire écoute, si tu n'échappes comme George Springer hier, ben Oui. George Springer se tape sur la tête. On le sait qu'il a raison. C'est écrit dans le ciel. Tu n'as quasiment même pas besoin d'aller voir sur le gros tableau. Puis il y a sa deuxième chance au crédit de dire ben, est-ce que, puis même une troisième chance là, avec le coup qui a manqué, mais il y a cette chance-là de reprendre son coup puis d'essayer de placer la balle en lieu sûr. Donc, moi, c'est un système que j'aime. Ça ne rallonge pas les matchs. Ça garde l'aspect humain. Pour moi, c'est un système idéal. C'est le meilleur des mondes. Puis Ouais. enfin, on y arrive. Probablement que Ouais. ça aurait dû être implanté beaucoup plus tôt, mais Oui. enfin, on y arrive. Puis on va avoir des résultats beaucoup plus fair, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a des joueurs là, qui vont avoir le casse usé parce qu'ils ont une excellente vision, ils ont une excellente zone de prise, une excellente connaissance de cette zone de prise-là. Puis à l'inverse, il y a des joueurs qui ne devront pas taper sur leur casque parce qu'ils sont souvent du mauvais côté de l'appel, comme certains arbitres aussi. Donc, c'est des choses qu'il va falloir qui devront être gérées à l'interne. Il va falloir se parler en équipe parce que si tu fais une erreur, ça a une implication sur tes coéquipiers, ça a une implication sur le reste du match. Donc, ça garde justement, comme tu dis, cet aspect humain, autant pour les arbitres que pour les joueurs et pour les receveurs. Ça n'enlève pas le framing. Les receveurs vont continuer à encadrer les balles parce que c'est pas vrai que les joueurs vont continuellement taper sur leur casque ou leur casquette pour les lanceurs. Il y a un risque à prendre avec ça. Donc, quand ça va être serré puis c'est le receveur qui la ramène, on va laisser ça comme ça puis il n'y aura pas d'autre appel que celui de l'officiel. Donc, c'est vraiment le meilleur des mondes. Absolument, absolument. Puis, tu sais, comme tu dis, tu as juste le droit à 2 erreurs. Donc, si l'arbitre se trompe tout le temps et que tu tapes tout le temps, c'est correct parce que l'arbitre n'aura pas été bon. Mais sinon, tu ne peux pas juste faire ça puis que la game dure une demi-heure de plus parce que chaque lancer est contesté. Puis, c'est le dernier lancer du match, je vais l'essayer juste pour le fun. Tu sais, ça ne fonctionnera pas comme ça. Là. Donc, ça, Non. c'est intéressant. D'ailleurs, il y a Matt et il y a mon père qui nous mentionnent ici que Vladimir Guerrero Jr. est hors du match. De ce que je comprends, il a l'air de s'être fait expulser. Est-ce que ça a été est-ce qu'il a chialé après les arbitres ou je ne sais pas, mais si quelqu'un veut nous aligner, là, il a l'air de se passer quelque chose avec Vladimir Guerrero. Sébastien, on va aller voir ce qui se passe dans la période de questions parce que le chat est en forme ce soir, je peux te le dire. Question ici de Léandre Labonté. Salut les gars, j'aimerais connaître vos pronostics pour les Cy Young, les MVP et les recrues de l'année. Allons-y une étape à la fois. Cy Young dans les 2 ligues, Sébastien, qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal? Difficile de tasser Paul Skeens de la Ligue nationale.
difficile de tasser Tariq Skubal de la Ligue américaine. Ouais. C'est sûr que le capitaine Crochet aussi dans les discussions, mais je pense pas qu'on peut écarter Tariq Skubal du titre de Cy Young. Même chose pour Paul Skeens. J'ai la même chose que toi. Là, je viens de voir d'ailleurs Paul Skeens qui a fini sa sortie du jour, donc sa saison est terminée. Là, il n'y aura pas le temps de relancer d'ici dimanche. Pardon. D'ici 180. 2 matchs, on le sait pas, tu sais. Bon petit lapsus. On parle de 187,2 manches. On parle d'une moyenne de 1,97. Incroyable. On parle de 216 retraits au bâton et d'un whip sous la barre des 1 à 0,95. Ça a été une saison là, pour Paul Skeens. Ça devrait être son premier Cy Young. Oui, Cy Young. Je suis fatigué, on dirait, je me mélange avec les mots. Ça devrait être son premier Cy Young, oui, et ça ne devrait pas être son dernier. Non. MVP dans les deux ligues. Est-ce que ton opinion sur Aaron Judge contre Cal Riley a changé depuis la semaine passée? Non, je vais continuer à y aller avec Aaron Judge. On l'a mentionné la semaine dernière. Ce qui fait la différence, c'est le poste de receveur de Cal Riley, ce qu'il est capable de faire derrière le marbre. Mais pour moi, les statistiques offensives d'Aaron Judge comblent ce gap entre les deux joueurs. Quand on regarde toutes ces statistiques offensives, le WAR, FWAR, AirWAR, ça va à l'avantage de Judge et par une bonne marge. C'est ce qui me fait pencher du côté du capitaine des Yankees. De l'autre bord, Shohei. Shohei. Recrue de l'année, jusqu'à quel point j'ai l'impression que ça va être Nick Kurtz là, du côté de l'américaine. Jusqu'à quel point Cade Horton, moi j'aime ça le dire sur le thème de Tim Horton, Cade Horton. Jusqu'à quel point tu penses que, que Cade Horton parce que sa deuxième moitié de saison comme lanceur des Cubs a été exceptionnelle. Là. Oui, exceptionnel. Je ne sais pas si ça va être capable, si ça va lui permettre de remporter ce titre-là. Il y a d'autres noms qui font surface, qui ont peut-être été plus constants durant toute l'année. C'est probablement dans ces trois awards-là, ces trois trophées-là, le plus difficile pour moi, c'est la recrue de la Ligue dans la Ligue nationale. Ouais. Je ne sais pas de quel côté ça va aller. Baldwin, Ramirez, je ne sais pas. C'est pas marqué, mais je te l'ajoute. Gérant de l'année, tantôt, tu as mentionné le gérant des Guardians, le Vaughn, pour du côté de l'américaine. Dans la nationale, comment tu vois ça? Est-ce que tu penses que Pat Murphy, avec ce qu'il a réussi à faire avec les Brewers... Les crêpes de Pat Murphy. J'ai rien d'autre à dire. Les Brewers, on les attendait au 4e, au 5e rang de la division. Sont premiers de la Ligue nationale. C'est incroyable. C'est quand même assez fou. Hein? Qui avait vu ça dans sa boule de cristal pour les Brewers? D'ailleurs, j'ai vu une entrevue récemment de Pat Murphy là, qui donnait énormément de crédit à Christian Yelich. J'ai trouvé ça intéressant. Là, il dit, en termes de leadership, là, ce gars-là est bien plus important que moi chez les Brewers. Là. J'ai trouvé ça fort d'un gérant de faire comme ah ouais. On sait que c'est plus facile d'avoir un ascendant aussi sur ses coéquipiers quand tu as une bonne saison. Donc, par la force des choses, probablement que les gars qui sont très jeunes suivent Yelich quasiment les yeux fermés. Mais j'ai trouvé ça intéressant comme citation de la part de Pat Murphy. Moi. C'est très intéressant, puis c'est très révélateur aussi. C'est révélateur de Pat Murphy lui-même, puis de ce que Christian Yelich est capable d'amener dans ce club. Puis si même je me décide à ajouter releveur de l'année, on s'entend que dans l'américaine. Ben oui, mais je cherche des questions, il y en a trop. Là. Il y a trop. Oh oui, c'est ça, rajoute-en. On va finir à minuit à soir. On s'entend que dans l'américaine, il n'y a pas beaucoup de débats. C'est à Boston que ça s'en va. Oui, hein, le regain de vie de celui qui ne plaçait pas sa balle rapide par le passé. Hein? Oui, c'est ça. C'est mon anecdote préférée de l'année, je pense. Oui, comme par hasard, c'est le meilleur releveur de la Ligue. Oui, c'est ça. Oui, ça doit être une coïncidence encore. Il y en a beaucoup des coïncidences au baseball cette année. Hein? Ah ouais, moi je crois à ça aux coïncidences. Oui, oui, oui. Fait que là, j'en rajouterai pas parce que là, pendant que tu parlais, j'ai réussi à trouver une des questions que je recherchais. Est-ce que Seattle est la réelle menace dans l'américaine pour la Série mondiale? En série, tu gagnes avec ta rotation de lanceurs et une attaque qui est solide. Je sais qu'après la date limite des transactions, après les acquisitions, tu avais eu des bons mots pour les Mariners. J'imagine que ça n'a pas changé. Oui, et la réponse à cette question est oui. Pour moi, c'est la menace. On a comblé nos lacunes en série, comme c'est mentionné. On a besoin de bons lanceurs partants, puis on a besoin de frapper la longue balle.
Je pense que chez les Mariners, on est capable de faire les deux, puis on est capable de faire les deux de la bonne façon. Quand un gars comme Eugène Suarez frappe au 6e rang de l'alignement, puis que plus tôt dans la saison, c'était Josh Naylor qui frappait à ce rang-là dans le rôle offensif, ça montre toute la profondeur qu'on a. Les lanceurs adverses n'ont aucun break quand tu affrontes cet alignement offensif-là. Puis les frappeurs de l'équipe adverse n'ont aucun break quand ils affrontent les lanceurs des Mariners. Pour moi, c'est l'équilibre parfait. Et j'ajouterais à ça que les frappeurs sont habitués d'aller lancer dans ce stade-là. Je ne sais plus ce que j'ai dit, attends, je vais répéter. Les frappeurs sont habitués d'aller frapper dans ce stade-là. Par exemple, quand les équipes vont venir pour visiter, là, ça va être tough parce que c'est dur d'aller frapper là-bas, donc il n'y aura pas le niveau d'habitude. Je pense que ça peut donner l'avantage à Seattle, là, surtout si on est capable de sécuriser l'avantage du terrain, ce qui devrait être une formalité là, compte tenu du fait que les Astros, ça leur tente plus de jouer. Là. Fait que je pense que on devrait avoir un certain avantage du terrain là, pour les Mariners de Seattle. C'est un cimetière de frappeurs, puis ça affecte aucunement Cal Raleigh. Donc, on a un avantage à ce niveau. Oui, parce que quand tu frappes des circuits à 470 pieds du marbre, on s'en fout de la petite clôture du Yankee Stadium ou du monstre vert ou du pesky pole ou de n'importe quelle particularité que tu voudras bien me nommer, est juste loin. Exactement. Ils ont mentionné la statistique dernièrement. Cal Raleigh n'a pas plus de circuits au Yankee Stadium. Il n'y en a pas besoin de la petite clôture. C'est fou. Hein? S'il avait joué toute la saison au Yankee Stadium, il n'y aurait pas plus de circuits. Il fait juste la mettre trop loin. MVP. Fait que tu me l'as mis sur un plateau d'argent. Là. C'est pas parce que tu frappes loin que tu es le meilleur joueur de la Ligue américaine. En effet. Il y a Richard qui nous dit ici, la relève des Dodgers, ça va les tuer. Moi, je transforme ça, cette affirmation-là, en question, Sébastien, parce que c'est mon triple aujourd'hui d'inventer des questions. Les Dodgers affrontent les Padres. Là, tu penses-tu que Dave Roberts se dit comment que je vais finir les matchs? Autant offensivement que défensivement. Ouais, ben Dave Roberts, il espère que les Padres n'aient pas à sortir cet arsenal de releveurs-là. Il va souhaiter prendre les devants par beaucoup dès le début du match. C'est sûr que contre les Padres, si tu t'embarques dans un match serré, à partir de la 6e manche, tu es dans le trou. Mais les Dodgers nous ont habitués à être capables de s'en sortir en mettant des points au tableau quand c'est le temps. Assurément. On parlait des Mariners tantôt. Quel est l'héritage, nous demande Matt, de Julio Rodriguez avec Seattle avec la saison historique de Cal Raleigh cette saison? C'est dur à dire. Tu sais, Rodriguez a comme tellement ce gros contrat-là. C'est lui qui est supposé être le visage de la franchise. En ce moment, c'est définitivement Gros Cul qui est le visage de la franchise parce que on en est rendu là. C'est Gros Cul avec ses annonces de visage, hein? C'est ça. Gros Cul avec ses annonces de toilettes portables qui est comme bonjour, je m'appelle Gros Cul, voici les toilettes. C'est ça, Seattle. Là. Puis en ce moment, c'est l'équipe qu'on craint le plus dans l'américaine. Mais bonne question. Comment tu vois le rôle de Rodriguez dans tout ça? Ben, il n'y a personne avec la saison de Cal Raleigh qui aurait un gros héritage à laisser dans une saison comme ça. C'est très, très difficile de sortir du lot. Mais il faut quand même mentionner que Rodriguez a fait le travail cette année. Là. Les joueurs des Mariners, incluant Rodriguez, ont aidé Cal Raleigh et Cal Raleigh a aidé les joueurs des Mariners. C'est un tout, c'est une équipe. On a énormément de profondeur, mais ça prend des joueurs autour de lui qui font le travail. Et ils l'ont fait, et Rodriguez l'a fait. On est rendu à l'étape, Sébastien, attention, du jeu de la semaine. Cette semaine, on donne écoute, trois grosses pointures là, en termes de lanceurs, trois des très, très bons là, des dernières années, on va le dire comme ça. Roy Halladay, Roger Clemens et Pedro Martinez. Je suis déjà tanné. Pas parce que c'est des gars de Boston, toujours. Non. C'est juste que là, il faut que je réfléchisse. Mais c'est Pedro. C'est Pedro le premier. Là. Pour moi, c'est Pedro. Qui qu'on met sur le banc? Je pense que je vais y aller avec Roger Clemens sur le banc et je vais... Tu sais, comment tu coupes Roy Halladay? Ça se fait pas dans la vie, ça. Non. Couper Roy Halladay, mais je vais le faire aujourd'hui puis plus jamais après.
Les Blue Jays, ils prendrais-tu Roy Halladay en ce moment? Et là là, oui. Ce ne seraient pas les seuls, mais eux, ils le prendraient particulièrement. Là. Ouais, c'est ça. Peut-être Ouais. que Seattle aurait du lousse pour se dire, ben, écoute, oui, je le prendrais, mais tu sais. Comme 6e. Là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, moi aussi, on dirait que par la force des choses, j'ai pas le choix d'y aller avec Pedro. Puis on dirait que j'ai reculé après à l'envers, puis j'étais allé au début, puis j'ai fait Roy Halladay. Ah ben, ça serait un bon joueur pour le banc. Puis là, je regarde Roger Clemens, puis je suis comme, ouais, non, je peux pas juste couper Roger Clemens. C'est comme pas comme ça que ça fonctionne. Je pense que j'ai pas le choix d'y aller comme toi. J'ai l'impression que c'est ce qui me permet de mieux paraître. Parce que tu peux pas ne serait-ce qu'asseoir Pedro, puis tu peux pas couper Clemens. Puis ce qui est important dans ta phrase, c'est mieux paraître et non pas bien paraître. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est comme impossible dans ton cas. Ouais. Comme je le fais depuis 1 heure, j'ai très bien choisi mes mots. Fait oui, que... exactement. Sébastien, ça fait le tour des questions qu'on avait ici. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé, d'avoir interagi en grand nombre. Il y a eu particulièrement beaucoup de questions cette semaine. On sent une certaine frénésie. C'est-tu parce que les séries arrivent, Sébastien? Encore une coïncidence, Charles. C'est une autre coïncidence de cette saison 2025. La vie est une succession de coïncidences. Oui. Donc, merci à tous ceux qui ont posé des questions sur le live Facebook, Twitter ou YouTube. C'est les mercredis 20h normalement que ça se passe. Sinon, Sébastien, il y a façon d'aller nous écouter là, dans un format podcast un peu plus traditionnel. Oui, exact. Puis je réitère, merci à tous. Ça a été encore une fois très plaisant, puis ça va l'être dans les prochaines semaines. Ouais. Puis dans quelques minutes, on va placer cet épisode-là sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On va placer l'épisode sur notre site web Passion MLB. Donc, continuez à nous suivre sur toutes ces plateformes-là. Encore plus sur notre site web parce qu'on suit l'actualité du baseball majeur à tous les jours avec plusieurs textes. Donc, si vous voulez tout savoir à l'aube des séries et pendant les séries, c'est là que ça se passe. Puis, tu sais, Sébastien, on n'a rien décidé encore. Donc, on ne va rien dire officiellement, mais ça se peut que le format mercredi soir à 20h au mois d'octobre, ça se peut qu'on en fasse un petit peu plus aussi. Ça se peut qu'on y déroge, qu'on se colle à l'actualité, puis qu'on choisisse des moments pour faire le podcast aussi. Donc, on vous invite à nous suivre. Là, on ne fera pas ça à la dernière seconde, juste partir un live. Là, on va l'annoncer sur les réseaux sociaux, là, si changement il y a. Mais soyez à l'affût parce qu'on n'hésitera pas à être créatif au mois d'octobre. Tu sais, on fait Passion MLB. Pourquoi? Parce que on veut suivre la balle. On aime le baseball, tout le monde. Puis le meilleur moment de l'année, c'est le mois d'octobre. Donc, on est peut-être aussi bien d'en profiter. Donc, tenez-vous à l'affût pour des nouvelles à ce sujet-là. Parce qu'après ça, on va être un bon bout sans avoir de balle. Oui, c'est ça. Fait que profitons-en. Oui, c'est ça. Puis, je ne veux pas vous projeter trop tard, mais peut-être que s'il y a un arrêt de travail, peut-être qu'on va être un vraiment bon bout sans avoir de balle. Arrête. C'est ça, c'était bien passé. Non, j'ai rien dit. Fait que non, écoute bien. Je reprends. On recule de 10 secondes. Merci, Sébastien. C'est vraiment un beau commentaire que tu viens de dire. J'ai rien à rajouter là-dessus. Ça fait plaisir. Ah, barouette, tu l'as, le mot de la fin, pareil. Oh, oui. Donc, merci Sébastien d'avoir été là encore une fois cette semaine. Nous, on vous souhaite une excellente fin de saison dans le baseball majeur et on se dit à la semaine prochaine.